Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous allons vous parler du cancer de la prostate, comment le prévenir, comment reconnaître ses symptômes et surtout comment le soigner grâce à cette nouvelle technique de radiothérapie, la tomothérapie, dont l'Algérie est le seul pays africain à l'utiliser pour soigner ses patients. Nous avons le plaisir d'accueillir Dr Soufi Mohamed Zine El-Abidine. Bonjour docteur. Bonjour madame. Ravi de vous recevoir et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Qu'est-ce que le cancer de la prostate ? Alors c'est un cancer qui touche environ 1 homme sur 7. C'est le cancer le plus fréquent chez l'homme et qui touche l'organe qu'on appelle prostate, qui se trouve dans le pelvis. C'est situé entre la vessie et le rectum et c'est un organe à rôle sexuel surtout. D'accord, ok. Voilà. Et quels sont les premiers symptômes du cancer de la prostate ? Les premiers symptômes, c'est la difficulté à uriner ou le besoin d'aller plus souvent que la normale aux toilettes, la présence de sang dans les urines ou dans le sperme, les douleurs du bas du dos qui sont récurrentes. Voilà, essentiellement c'est ça. Non, donc le problème urinaire, les personnes urinent beaucoup plus souvent. Voilà. D'accord. Non, des fois c'est l'inverse. C'est soit ils urinent plus souvent que la normale, en petite quantité, ou c'est la gêne lors de la miction. Donc c'est ça. C'est parce que la prostate elle constitue un obstacle à la miction et les urines sortent plus difficilement. On peut aussi avoir des troubles d'ordre sexuel, troubles de l'érection ou de l'éjaculation. D'accord, ok. Et quels sont les facteurs de risque ? Les facteurs de risque, on a l'âge, surtout à partir de l'âge de 60 ans, mais on peut avoir des cas à partir de 50 ans. Mais c'est plus rare. L'ethnicité, on a surtout les Africains qui sont plus touchés. Ensuite, on a les Européens et les Asiatiques. Ah, d'abord les Africains. Les Africains, ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui explique cela ? Des causes probablement, ça doit être génétique. Génétique. Voilà. Donc vous m'avez dit les Africains, les Européens. Voilà. Après les Asiatiques. Les Asiatiques. C'est les moins touchés. D'accord. Alors, ok. Oui, Fadal. On a aussi le tabac qui constitue un facteur. Justement. L'alimentation très riche en graisse et l'absence d'activité physique. Voilà. D'accord, ok. Voilà, justement. Et on peut avoir des formes héréditaires, surtout s'il y a plusieurs cas dans la famille. Ah, donc dès que c'est héréditaire, il faut procéder à un dépistage beaucoup plus... Voilà, il faut faire plus attention et penser à ça. D'accord, ok. Et quand vous avez parlé de l'alimentation, parce que c'est vrai que quand vous dites africain, ça veut dire personne du Maghreb ou bien le continent africain ? Non, c'est l'ethnicité africaine de façon générale. Ok, d'accord. Okay. Voilà. Donc, oui, par rapport aux Asiatiques, c'est vrai qu'on n'a pas la même type d'alimentation. Oui. Est-ce que vous pouvez nous développer par rapport à l'alimentation, s'il vous plaît ? C'est qu'il faut trouver un équilibre en matière d'apport en matière graisseuse. Il ne faut pas que ça soit trop exagéré parce que ça favorise ce type de cancer. Voilà. Les produits riches en matière grasse. Riches en matière grasse. Voilà, surtout les viandes rouges. Voilà. D'accord, ok. Donc mieux vaut... Même les viandes blanches, non, c'est plus les viandes rouges qui... Voilà, parce qu'elles sont plus riches en matière grasse. D'accord, ok. Et par rapport je sais pas, je pose la question comme ça, par rapport au sucre, est-ce qu'il y a une relation par rapport aux aliments sucrés ? Parce que maintenant, on est en train de voir qu'il y a beaucoup de cancers qui sont alimentés par le sucre. Ils disent que les cellules du cancer sont nourries par le sucre. J'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ça. Pour ce type de cancer, ce n'est pas le cas. Aucune étude n'a prouvé qu'il y a une relation entre les apports en sucre et le cancer de la prostate. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'il y a des personnes qui ont des maladies spécifiques qui peuvent avoir une prédisposition à avoir la prostate ?
Il y a une mutation génétique, c'est le BRCA1 et 2, qui provoque entre autres le cancer du sein et le cancer de la prostate. D'accord. Donc chez la femme, c'est le cancer du sein, chez l'homme, c'est le cancer de la prostate. Et quels sont ces types de maladies que... Et généralement, des fois, on peut avoir des lésions précancéreuses au niveau de la prostate. Voilà. Donc, ça commence par une maladie bénigne qui peut se transformer carrément en cancer. D'accord, Voilà. ok. Donc, il y a un terrain, effectivement. Et quels sont, par exemple, quels conseils vous pourrez donner pour la prévention, surtout pour la prévention? La prévention, ça découle des causes. Donc, il faut éviter de fumer, il faut avoir une activité physique régulière, faut surveiller ses apports en matière grasse et il faut faire un dépistage. Le dépistage, Oui, justement. voilà. Le dépistage, c'est surtout à partir de l'âge de 50 ans. Il concerne deux volets. C'est l'examen par un urologue avec un toucher rectal qui peut trouver une anomalie de la prostate, qui peut nous amener à faire une biopsie de la prostate et confirmer ce que c'est un cancer, parce que ça peut être une pathologie bénigne, une infection, autre chose. Et il faut aussi faire le dosage de la PSA. C'est la même chose. Si elle est augmentée, il faut faire une biopsie de la prostate. D'accord. Donc, pour le dépistage, il y a, comme vous m'avez dit... À partir de 50 ans, voilà, c'est une analyse biologique à partir du sang, c'est le PSA. Voilà, justement. Et l'examen par un médecin, c'est le toucher rectal. D'accord. Justement, par rapport au toucher rectal, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de dépistage? Parce que ça fait un petit peu peur quand on en parle. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de dépister? C'est vrai que c'est gênant. Oui, c'est gênant. Voilà. Oui, effectivement. Mais c'est une étape importante parce qu'on peut avoir un cancer de prostate avec une PSA normale. Donc on peut passer à côté. Tout à fait, oui. Voilà. Effectivement. Donc le diagnostic il peut être faussé si c'est uniquement l'un des deux. Comme on peut avoir un toucher rectal normal et une PSA élevée. D'accord, ok. Voilà. Okay. Donc vous préconisez par rapport pour la prévention, voilà, plutôt pour le dépistage d'aller directement chez... Et quels sont les symptômes, voilà, comme vous nous avez dit, est-ce qu'il y a des symptômes qu'on ressent? C'est-à-dire que la personne ressent, mis à part la miction, mis à part l'envie, les problèmes érectiles, mis à part tout ça, est-ce qu'il y a d'autres... Oui, des fois c'est la douleur du bas du dos qui peut être confondue avec des lombalgies. Et tout à fait. c'est pour ça qu'il faut voir un médecin s'il y a un symptôme perdure comme ça, mais que malgré les différents traitements, ça ne disparaît pas. Voilà. Il y a les douleurs du dos. Et il ne faut pas oublier que malgré que c'est rare, mais on peut avoir des métastases. Et c'est les métastases qui vont provoquer des symptômes comme des douleurs osseuses ou des céphalées, ou quelque chose comme ça. D'accord, ok. Donc mieux vaut... C'est-à-dire que si le corps se manifeste aussi, c'est pas par hasard. Donc oui, c'est ça le principe. Dès qu'un symptôme perdure... Au-delà de combien de temps, par exemple? 2 semaines, 3 semaines, faut faire attention. Voilà. Ah oui, quand même, 2 semaines, 3 semaines, il faut faire attention. Ouais. D'accord, ok. Et par rapport au traitement, c'est-à-dire, bon, voilà, une personne, elle a ses douleurs, elle va chez un neurologue, c'est ça? Un neurologue. Donc, bien. La première étape, c'est de confirmer le diagnostic, parce que ces symptômes peuvent découler d'autres maladies bénignes ou infectieuses. Donc, il faut confirmer. On le confirme comment? On fait une échographie transrectale avec une biopsie. On enlève une partie de la prostate et on analyse dans le laboratoire un APAT. Et ça permet de confirmer est-ce que c'est un cancer ou non. Et si c'est un cancer, de donner le type histologique, des grades et un score. D'accord. Et est-ce que... À quel moment on peut dire que voilà, la maladie, elle commence... Le pourcentage de personnes qui guérissent du cancer de la prostate, il est de combien?
C'est généralement un homme sur 7. Ah, Voilà, d'accord. c'est le plus fréquent. Oui, c'est le plus fréquent. Après, après la biopsie, quand on confirme la présence de cancer, il y a d'autres explorations à faire. C'est notamment l'IRM pelvienne et un bilan d'extension pour voir s'il n'y a pas de métastase. Donc, c'est généralement la scintigraphie osseuse ou le scanner thoraco-abdominal. Ça dépend de la gravité. La gravité du... Voilà. Maintenant, par rapport au traitement. Voilà, revenons au traitement. Comment on le traite? Est-ce que vous pouvez tout nous dire par rapport à ça? Oui, bien sûr. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le cancer de la prostate, il évolue très lentement. Donc, généralement, c'est un cancer qui n'est pas très méchant. Donc, on a une survie à 5 ans jusqu'à 90%. Pardon, excusez-moi. On a une survie à 5 de ans 5 à 90%. jusqu'à 90%. Donc, parmi les outils thérapeutiques, on peut faire une surveillance simple. Donc, si c'est une personne âgée qui risque plus d'avoir un problème de cœur ou de diabète, donc on peut faire qu'une surveillance. Et si le cancer devient beaucoup plus grave, là, on traite. D'accord. Ça, c'est une des moyens thérapeutiques. Le deuxième moyen thérapeutique, c'est la chirurgie. Donc, on enlève la prostate et on fait un curage ganglionnaire. Voilà. Il y a ça aussi. Il y a aussi l'hormonothérapie. L'hormonothérapie, c'est quoi? C'est une forme de castration chimique. Et c'est un médicament qu'on injecte chaque 3 mois et qui fait une castration. Donc, on diminue la production de testostérone qui, elle, agit sur les cellules prostatiques bénignes et malignes. D'accord, très bien. Et il y a bien sûr la radiothérapie, qui est un traitement avec des rayons centrés sur la prostate et les aires ganglionnaires. D'accord. Voilà. Okay. Très bien. D'ailleurs, justement, comme je l'ai expliqué en début de présentation de l'émission, j'ai parlé de la tomothérapie. J'invite nos auditeurs, nos téléspectateurs à visualiser avec nous le reportage que nous avons consacré à cette radiothérapie qui est nommée la tomothérapie. En radiothérapie, dans le service de radiothérapie, on a 2 machines de tomothérapie. Vous allez me dire c'est quoi, pourquoi on l'appelle la tomothérapie. Parce que en fait, c'est un traitement qui est différent du traitement standard de la radiothérapie du fait de la source des rayons qui va irradier la tumeur. Elle peut faire une rotation complète autour du patient, comme ça. Et la table, elle va être faite d'une translation pour parcourir tout le volume de la tumeur. C'est une caractéristique spécifique à la tomothérapie. Pourquoi faire ça? C'est pour avoir les angles optimaux. Non, pour chercher le meilleur moyen, la meilleure orientation de mon faisceau pour passer par le minimum de tissu possible pour déposer le moins de rayons, moins d'effets secondaires sur les organes qui sont voisins à la tumeur. Voilà. Donc, ce qui est aussi, c'est avoir la précision. Pourquoi? Parce qu'en fait, on fait de la radiothérapie guidée par image. C'est-à-dire la tomo, on a vu le scanner tout à l'heure, il y a un scanner aussi à l'intérieur de la tomo. On va refaire le scan du patient, on va s'assurer qu'il est dans la même position du scanner initial sur laquelle il était basé son plan de traitement. Donc là, on va assurer une précision géométrique du patient. C'est-à-dire, si le faisceau il était orienté à quelques millimètres près de la tumeur dans le patient, on va assurer ces quelques millimètres près pour son traitement, pour chaque fraction. J'ai dit, le patient il passe d'une fraction à plusieurs semaines pour finir son traitement de radiothérapie. Donc, l'étape qu'est en train de faire mon collègue, il a positionné le patient, il a fait ses coupes scan. Là, il est en train de comparer entre le scanner, ça c'est le scanner initial, et en vert, c'est le scanner qu'on vient de faire pour cette fraction. Donc là, il a un jeu sur le mouvement de la table afin d'arriver à la position exacte. Donc on a le droit de commander le mouvement de la table afin de superposer les 2 scanners. Donc le patient il sera vraiment positionné suivant le scanner initial.
Donc là, on était, c'est-à-dire, quand j'ai vu, c'était à 2 mm en X, à 1 mm près en Y et 1 mm près en hauteur. Voilà. Et là, une fois le positionnement, un bon positionnement il a été garanti, on peut commencer la séance du traitement. Donc le temps de traitement, ça varie entre 2-3 minutes jusqu'à 10 minutes. Si le volume de la tumeur il est grand, suivant le volume de la tumeur. Donc voilà, comme on a vu dans le reportage, c'est la tomothérapie, c'est une nouvelle technique, c'est une technique de radiothérapie exclusivement disponible en Afrique. On est le seul pays africain qui propose cette technique. Est-ce que vous pouvez nous parler comment ça s'est passé, comment vous avez eu l'idée d'importer cette technique en Algérie? Voilà. À la base, c'est un appareil qui est fabriqué aux États-Unis. C'est la société Accuray qui est représentée ici par la société Ray Therapy. Et donc, les fondateurs de la clinique où je travaille, donc professeur Yaka et docteur Bombousta, ont voulu apporter un plus dans la prise en charge des patients cancéreux en Algérie. De façon à ce que le patient soit mieux traité en diminuant les effets secondaires. Et ce qui ça apporte cette technique, donc la tomothérapie, c'est carrément deux techniques nouvelles de radiothérapie. C'est ce qu'on appelle l'IMRT. L'IMRT, c'est une radiothérapie de précision. D'accord, très bien. Donc c'est des rayons plus précis qui sont délivrés aux patients. Et avec une rotation du champ de rayonnement sur 360 degrés. C'est le seul appareil qui peut faire ça actuellement. Justement, en préparant l'émission, je me suis documentée sur la tomothérapie et je me suis posé la question, pourquoi, qu'est-ce qui est la différence, c'est-à-dire entre l'ancienne méthode et la nouvelle? J'ai compris qu'il y avait un système de rotation à 360 degrés. C'est-à-dire, par exemple, l'ancienne méthode, elle était comment? C'est-à-dire pour qu'on voit la différence et quelle est sa valeur ajoutée. Voilà. Anciennement, par exemple pour le cancer de prostate, ce qu'on faisait, c'est qu'on irradiait avec 4 champs ou 6 champs. Donc on imagine que le patient il est allongé sur la table. Donc il y avait un faisceau qui venait au-dessus du patient, un faisceau à l'arrière du patient, un faisceau à droite et un faisceau à gauche. On pouvait avoir plus ou moins des faisceaux obliques. Donc, très bien. Voilà. C'est-à-dire, c'est tout le corps qui était exposé. C'est tout le pelvis et l'abdomen qui étaient exposés. D'accord. Voilà. Okay. Donc, ce qui expliquait que d'autres organes ça recevaient une grande dose. Donc, par exemple, la vessie et le rectum qui sont très proches de la prostate, l'intestin aussi, le côlon. Donc, recevaient une plus grande dose et donnaient plus d'effets secondaires. D'accord. Bon. Oui, tout de même. Donc, avec la tomothérapie, c'est pas le cas. Donc, en ayant plusieurs angles d'attaque, on va dire. Donc, à chaque fois, on donne une petite quantité de rayons par angle. C'est ciblé, en fait. Voilà, c'est ciblé. D'accord. Ouais. Donc, ce qui explique qu'on donne moins d'effets secondaires et qu'on bombarde mieux la prostate et on peut aller vers de plus grandes doses. Ou on peut carrément aussi diminuer le nombre de séances en donnant des doses concentrées. Donc, au lieu de 38 séances classiques, on peut par exemple diminuer à 20 séances. D'accord. Et un autre appareil qu'on n'a pas actuellement, c'est le CyberKnife. On peut faire ça en 5 séances. Il est disponible au niveau de votre centre? Non, c'est prévu de l'acquérir, mais pas tout de suite. D'accord, très bien. Voilà. Donc ça apporte la précision, ça diminue le nombre de séances de radiothérapie. Voilà. Et quoi également? Et j'ai parlé que la tomothérapie, c'est 2 techniques. Donc la deuxième technique, c'est l'IGRT. L'IGRT, c'est quoi? C'est la vérification par image avant chaque séance. Ah oui, ça, j'ai assisté au niveau du reportage. Donc la tomothérapie est dans le même appareil qui traite, il y a un scanner carrément intégré. Donc avant chaque séance, on fait un scanner.
on vérifie que le patient est bien positionné, que la prostate est bien dans sa localisation de référence et que la vessie et le rectum sont loin de la région qu'on va irradier. Okay. Donc vraiment la précision, parce que par exemple dans le rectum peut contenir des matières, des gaz, la vessie elle peut être plus ou moins pleine, donc on vérifie tout ça avant. Si c'est bon, on traite le malade, on fait la séance, sinon on demande au malade soit d'être mieux préparé, de boire de l'eau, de vider la vessie, comme ça on délivre un traitement de meilleure qualité possible. Et est-ce que la tomothérapie soigne tous les types de cancers? On soigne tous les types de cancers qui sont traités par radiothérapie, donc avec un meilleur confort et une plus grande précision. D'accord, c'est-à-dire cancer du sein, cancer du sein, prostate, rectum, col, les tumeurs pédiatriques, tout. Voilà. Très bien, très bien. C'est très très bien. Et donc il existe la tomothérapie existe au niveau de votre centre. Actuellement, on est le seul centre en Algérie, en Afrique à l'avoir. On a 2 appareils en plus. D'accord, très bien. Et votre centre, il se trouve où? C'est au niveau de la nouvelle ville de Sidi Abdellah. D'accord. Comment on peut vous contacter s'il y a des personnes qui souhaitent... on a notre page Facebook Centre Sidi Abdellah Cancérologie. On a le site internet csac-dz.com. Voilà. Et sur ces supports, vous allez trouver nos numéros de téléphone. Vous pouvez nous contacter et prendre rendez-vous le plus rapidement possible. Très bien. Je vous remercie infiniment pour toutes ces explications et toutes ces précisions. Et retrouvez notre émission retrouvez l'émission sur nos pages Facebook, Instagram, Twitter et également sur SoundCloud et sur radio-m.net-du6. Et à la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Masservi. Masservi, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.